La persistance de l'autorité royale. Grand I, un roi élu et sacré. Grand A, l'élection du roi. L'accession au trône d'Hugues Capet en 987 prouve que l'avènement du roi sur le trône est subordonné à une élection des grands. Pour enraciner leur pouvoir, les rois capétiens vont chercher à faire disparaître l'élection au profit du principe dynastique. Néanmoins, selon plusieurs contemporains, l'élection reste indispensable pour désigner le monarque. Adalbéron, archevêque de Reims, dit lors de l'élection d'Hugues Capet, le trône ne s'acquiert point par droit héréditaire et l'on ne doit mettre à la tête du royaume que celui qui se distingue par ses qualités. Il indique aussi que l'élection offre la possibilité pour les grands d'empêcher que le pouvoir royal ne tombe entre les mains d'un prince incompétent. Abon de Fleury, moine bénédictin et théologien, rappelle la diversité de manières pour accéder au trône en faisant référence de ce qui se fait en Europe. Selon lui, l'élection est le meilleur moyen de désigner le roi de France, puisque c'est une modalité qui permet de choisir le meilleur. Cependant, Hugues Capet va tout de même tenter de ressusciter le principe héréditaire. Cela apparaît comme délicat, puisque Capet lui-même a bénéficié de l'élection. En décembre 987, 6 mois après son accession au trône, Hugues Capet fait élire et sacrer son fils unique, Robert, et l'associe au trône. C'est le sacre anticipé qui permet déjà de désigner son fils comme son successeur. L'hérédité s'impose grâce au sacre anticipé. Ce dernier va être utilisé pendant plus de 2 siècles. Si l'élection par les grands demeure une forme juridique nécessaire et une condition de légitimité du roi, elle n'apparaîtra plus que comme une confirmation et non un choix. Grand B, le sacre royal. Le roi se distingue des autres seigneurs par le sacre. Il devient le représentant de Dieu sur terre et ainsi le seigneur des seigneurs. Le sacre se déroule en 5 étapes. La promesse, l'élection, l'onction, la remise des insignes, le couronnement et l'intronisation. Pour la promesse, le roi en formule 4. Défendre l'Église, faire régner la justice, combattre les ennemis de Dieu, c'est-à-dire combattre les non-catholiques, et combattre les ennemis de la paix. L'élection, qu'il ne faut pas confondre avec celle des grands, est faite par l'évêque qui consacre le roi en tant que tel. L'onction, l'évêque ou l'archevêque va oindre le roi, c'est-à-dire qu'il va apposer une huile sainte, le saint crème, sur le front du roi agenouillé, sur la nuque et les épaules. Par cet acte, le roi devient en même temps l'élu de Dieu. La remise des insignes, on remet 3 objets au roi. Tout d'abord un anneau en or qui symbolise 2 choses, l'alliance entre le roi, Dieu et l'Église, et l'alliance entre le roi et son peuple. Ensuite, un sceptre remis dans la main droite qui symbolise le pouvoir de ban, et enfin une épée remise dans la main gauche qui symbolise l'esprit de justice. Puis le couronnement et l'intronisation. L'archevêque couronne le roi puis les grands du royaume vont porter, c'est-à-dire accompagner le roi jusqu'au trône, ces 2 actes symbolisant l'autorité suprême du monarque. Grand II, un roi féodal investi d'un ministère. Grand A, un roi féodal. Au XIe siècle, le royaume est composé d'un ensemble de principautés qui sont juxtaposées. Tous ces territoires sont unis par un souvenir commun, c'est celui d'avoir fait partie autrefois d'un vaste ensemble appelé le royaume. Dans la réalité, le roi n'a que peu d'emprise sur les seigneurs les plus puissants et les plus distants du domaine royal. Ainsi, le roi ne peut gouverner comme il lui sied sur l'ensemble de son royaume. Au sein de son royaume, l'influence royale est loin d'être majeure. De plus, au sein de son propre domaine royal, le roi se comporte comme un simple seigneur et possède des vassaux. Le roi est ainsi un roi féodal qui intègre la hiérarchie médiévale. Grand B, un roi investi d'un ministère. Malgré la faiblesse du roi causée par l'apparition de la féodalité, de nombreux auteurs vont essayer de redonner une nouvelle vigueur à la toute-puissance royale. Abon de Fleury dépoussière pour cela la théorie du ministerium regis. Dans l'un de ses recueils, il consacre un chapitre à la fonction royale, le de ministerio regis, qui est défini comme une charge publique. Selon lui, le pouvoir du roi doit toujours s'exercer comme un office, une mission, en vue de satisfaire l'intérêt général, le bien commun. Cette théorie du ministerium regis conduit Abon à analyser les actes du roi. La royauté est le seul pouvoir institué qui ait des sens sacrés. À ce titre, les attributions du roi s'étendent à l'ensemble du royaume, donc c'est à lui qu'incombe la préservation de la justice et de la paix dans le royaume. Il découle de cette théorie du ministerium regis que le roi doit obéir à une éthique stricte. Il ne doit pas abuser de son pouvoir et opprimer ses sujets. Le roi revêt donc une fonction double de gardien et de protecteur, à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume. Petit a, un roi gardien de la paix. Afin d'assurer la sécurité à l'intérieur du royaume, le roi reprend ses institutions et en recourt à 2. La paix de Dieu qui vise à répondre aux violences et aux exactions en faisant jurer solennellement la paix aux nobles, aux paysans et aux diocésains, et la trêve de Dieu qui consiste en une limitation temporaire de la guerre que durant certaines périodes comme le dimanche, Noël ou Pâques. Il faut attendre le XIIe siècle pour que Louis VII impose pleinement son autorité aux grands du royaume. En 1155, Louis VII réunit une assemblée de prélats et de seigneurs à Soissons
pour qu'il jure une paix de 10 ans. Ce pacte, qui est conclu, sera sanctionné par l'adoption d'une ordonnance royale. Petit b, un roi protecteur. Le roi est à la fois protecteur des églises, mais aussi des particuliers. Le roi l'effectue en utilisant 2 techniques. L'asserment, si 2 ou plusieurs personnes prêtent serment réciproque de ne pas se faire la guerre, alors le roi les place sous sa protection. Et la sauvegarde, qui permet au roi de placer sous sa protection particulière une ou plusieurs personnes et de sanctionner lourdement celles qui la méconnaissent. Conclusion. Malgré le principe de féodalité vu précédemment, l'autorité royale subsiste et se réinvente afin d'asseoir toujours plus son autorité sur l'entièreté du royaume. Je vous remercie de votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre page Facebook dont le lien se trouve en description. Si vous avez des questions ou des recommandations, n'hésitez pas à les poster en commentaire et sachez que tous les liens des images sont dans la description.